Bienvenue sur la Batterie Podcast saison 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Batterie Podcast. Après l'annonce en janvier dernier de la renaissance de Slingerland, une marque iconique qui a véritablement révolutionné l'histoire de la batterie, je me suis dit qu'il serait intéressant de revoir avec vous quelques marques disparues, parfois oubliées, qui ont elles aussi contribué à l'histoire de notre instrument. Je vais donc vous parler de Slingerland, de Hyman, une marque anglaise, de Med Jazz, une marque française, de West End, une marque des Pays-Bas, et de Lydie, une autre marque américaine. C'est parti. C'est donc au NAMM Show de janvier dernier, le célèbre salon de la musique de Los Angeles, que la marque, achetée 5 ans plus tôt par DW, a dévoilé des rééditions de la mythique caisse claire Radio King en 14/7 et 14/5, détail correspondant aux standards des années 30 et 40. Ce sont deux modèles haut de gamme, limités à une cinquantaine d'exemplaires et faits main dans leur usine de Californie, bien entendu avec les prix qui vont avec, c'est-à-dire dans les 2000 € pièce. La marque Slingerland, fondée en 1912 par Henry Enon Slingerland, dit HH Slingerland, est mythique entre toutes, car c'est grâce à elle si vous jouez sur une batterie standard avec 2 ou 3 tomes, une caisse claire, une grosse caisse, un charlet et quelques cymbales. C'est effectivement Slingerland et singulièrement son modèle Radio King qui a en effet standardisé une batterie jusqu'alors connue sous le nom de Trap Drums et qui pouvait comporter tout un tas d'éléments percussifs ou des effets sonores comme des sifflets ou des noix de coco. J'en parle longuement dans les épisodes de la saison 1, notamment celui sur l'histoire des kits. Nous devons également à Slingerland les premiers tomes accordables, toujours sur son modèle Radio King. Curieusement, son propriétaire, le fameux HH, a d'abord gagné aux cartes une école de musique par correspondance. Oui, on est aux États-Unis, tout est possible. Il ouvre ensuite une véritable école de musique, en présentiel comme on dit, à Chicago, et se tourne vers la fabrication d'instruments. Car l'école importe déjà d'Allemagne des banjos et des ukulélés qu'elle revend. Mais ne parvenant pas à répondre à la demande, elle ouvre une usine de production. Mais si elle fabrique surtout des banjos, elle ne commence pourtant à fabriquer des caisses claires et des batteries que le jour où Ludwig entre en concurrence avec elle sur le marché du banjo. Ludwig étant déjà un poids lourd de la batterie avec Lydie que l'on verra plus tard. Les deux fabricants représentant à eux seuls 90% du marché, le pari de s'attaquer à la batterie est osé pour Slingerland. Mais à force d'innovation, de politique commerciale avec le célèbre Sam Rowland qui a fini par rejoindre Ludwig, et surtout avec un concept d'endorsement, de partenariat avec les artistes très poussé, la marque finit par s'imposer. Effectivement, le partenariat entre Gene Krupa et Slingerland représente l'un des premiers exemples marquants d'endorsement dans l'histoire de la batterie. Dans les années 30, Krupa est le batteur emblématique du swing. Il a donc collaboré étroitement avec Slingerland pour développer des instruments adaptés à son style dynamique. Cette collaboration a non seulement influencé la conception des batteries, mais a également établi un modèle de partenariat entre musiciens et fabricants. Comme je vous l'ai précisé, ce partenariat a conduit à l'invention d'une batterie entre guillemets normalisée, appelée Radio King. L'impact de cette alliance a été tel que Slingerland est devenu l'un des principaux fabricants de batteries aux USA. Ce partenariat a ouvert la voie à des collaborations similaires dans l'industrie musicale, où les artistes influents travaillent avec les fabricants pour affiner les instruments et promouvoir les marques. Ainsi, l'association entre Krupa et Slingerland a non seulement marqué l'histoire de la batterie, mais a également jeté les bases des pratiques d'endorsement que nous connaissons encore aujourd'hui. La marque a été en partenariat avec Bernard Purdie, Greg Bissonette, Peter Erskine, Max Roach, Terry Lyne Carrington, etc., etc. Elle a cependant montré des signes de déclin dès les années 80, où elle a été rachetée par Gretsch, puis par Gibson dans les années 90, qui n'en a pas fait grand-chose à part quelques gammes qui n'ont pas convaincu, avant qu'elle ne soit rachetée une nouvelle fois par DW en 2010 et que cette marque se fasse elle-même acheter par Roland. On en est là aujourd'hui avec la renaissance de la marque. Drum boogie,
boogie. The cat's a killer diller. Drum boogie, drum boogie. The drum boogie boogie. Come on, group, knock yourself out. Je voudrais maintenant vous parler d'une marque anglaise qui a tenté une résurrection, comme Slingerland, il y a 10 ou 15 ans en proposant un kit complet bon marché, mais a de nouveau disparu depuis. Cette marque porterait le nom d'un ouvrier de l'usine Dallas Arbiter où étaient fabriquées des guitares. Les batteries Hayman, puisqu'il s'agit d'elles, sont nées de l'imagination du propriétaire de cette usine, Ivor Arbiter, qui après avoir été importateur de guitares a introduit les batteries Ludwig et Gretsch en Angleterre pendant le Beat Boom, correspondant à l'apparition de groupes comme les Beatles et les Rolling Stones. C'est d'ailleurs lui qui a inventé le logo des Beatles. C'est dire la polyvalence du monsieur. En 68, il veut combler un manque sur le marché, celui d'une batterie réellement puissante, à une époque où les batteurs étaient rarement sonorisés. Je cite Ivor Arbiter. « J'avais tellement appris sur la batterie et les batteurs que je me suis dit que je devais tenter ma chance. Je voulais produire une batterie britannique aussi performante que les batteries américaines. Curieusement, je suis parti d'une idée avec Paste, un prototype de batterie avec des fûts en bois doublés de laiton. Je les ai transportés depuis la Suisse, ils pesaient 1 tonne. On a fait des balances et c'était horrible. Puis, fort de ma longue expérience avec les saxophones et les clarinettes, j'ai réalisé qu'il suffisait d'un revêtement dur, mais pas forcément métallique. C'est alors qu'on a pulvérisé l'intérieur des fûts avec 4 ou 5 couches de polyuréthane. Le tout a été baptisé Vibrasonic. Résultat, un son puissant et tranchant car la formule change l'attaque et la brillance des fûts. Quelque chose qu'on pourrait tenter de comparer avec le Silver Seal de Gretsch. Le fameux Great Gretsch Sound viendrait, d'après les catalogues et la légende, de ce vernis argenté appliqué à l'intérieur des fûts, appelé Silver Seal. Une méthode que le constructeur a mise en place dès les années 50, mais sans que l'incidence sur le son soit vraiment prouvée. Le traitement vibrasonique, quant à lui, est bien plus radical. De grands batteurs anglais des années 60-70 ont d'ailleurs joué sur Hayman. Brian Bennett, Mitch Mitchell, Ainsley Dunbar ou Bill Bruford par exemple. La marque West End est bien moins connue, pour ne pas dire inconnue. Et pour cause, c'est une marque qui n'a pas dépassé les frontières de son pays d'origine, les Pays-Bas. Même si elle fut jouée par le batteur des Shocking Blue, groupe célèbre pour son tube des années 70, Venus, repris dans les années 80 par Bananarama, mais aussi connu, dans une moindre mesure, par la reprise de son titre Love Buzz par Nirvana. Alors pourquoi c'est intéressant de parler d'elle ? Eh bien c'est justement par son non-développement. Bien qu'elle fût dans les années 60 une sorte de fierté régionale, jouée par de nombreux batteurs du cru, essentiellement dans le jazz et la variété, elle a tout de même participé à l'apparition du Nederbeat, une version néerlandaise du British Beat, avec des groupes comme Shocking Blue, on vient de le dire, et Golden Earring, un groupe vaguement hard rock psyché. À La Haye, il y avait donc une boutique qui, de l'extérieur, ne ressemblait pas du tout à un atelier de batterie. Et pourtant, c'est là que la firme de Auge et Fils fabriquait les batteries de la marque West End. Dès le milieu des années 50, des batteurs de jazz et de variété commencent à s'y intéresser, puis à partir de 63, ce sont surtout les batteurs de groupes rock en plein essor qui viennent s'équiper là. Le bois utilisé pour les fûts vient d'une série toute proche. Au départ, pour les dimensions des fûts, West End bosse à la fois en pouces et en centimètres. Comme ils utilisent le bois de la scierie et des peaux de veau faites sur mesure jusqu'en 1960, ils peuvent fabriquer des fûts dans à peu près toutes les tailles.
Mais après cette date, il passe uniquement aux dimensions en pouces pour s'adapter aux pots synthétiques standards. Les cercles de tension en cuivre sont faits sur place également, avec le bord supérieur replié vers l'intérieur. Ils sont ensuite chromés dans un atelier de galvanisation. Bref, c'est de l'artisanat pur et dur, mais West End a équipé pour pas cher de nombreux batteurs et bien évidemment, la marque n'a pas pu faire face à la concurrence japonaise qui arrive dans les années 70 et elle disparaîtra corps et âme. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. Une mésaventure que connaîtra également le français Met Jazz, qui, comme West End, n'a pas dépassé nos frontières, même s'il a conquis les batteurs par la très grande qualité de ses instruments, eux aussi fabriqués artisanalement, cela va de soi. L'entreprise a été créée par Jean Metzger, je ne suis pas très sûr de la prononciation, à Sucy-en-Brie. Il travaillait auparavant pour Paul Buescher, un luthier et éditeur musical français très connu, dont l'entreprise existe toujours aujourd'hui, et qui avait, lui, commencé son activité en 1890, d'abord dans les accordéons, puis en revendant ou en faisant fabriquer toute une panoplie d'instruments, dont la batterie. C'est le fameux Metzger qui était le facteur des batteries Paul Buescher, jusqu'à ce qu'il se décide à créer sa propre entreprise avec ses 3 fils en 1946. Chez Met Jazz, tout était fait maison, du choix des essences de bois à la conception du hardware. Met Jazz proposait 6 modèles de batterie et en fabriquait tout de même une 20aine par mois. Pour les professionnels, il réalisait même des modèles sur mesure, répondant aux attentes de musiciens comme Fred Bianchi, le batteur de l'orchestre de Ray Ventura, ou Moustache, un batteur et comédien que l'on a pu voir dans de nombreux films des années 60 et 70. Met Jazz faisait fabriquer ses pièces métalliques et ses accessoires chez Asba à Lyon, dont c'était l'activité principale à l'époque. Les fûts étaient réalisés en 3 plis. 2 plis d'okoumé ou acajou d'Afrique venaient en serrer un pli de peuplier, le tout assemblé avec de la colle d'os. La colle d'os est une colle d'origine animale, typique de l'ébénisterie. Elle provient en fait de la gélatine contenue dans les os. Pour coller donc les plis entre eux, les feuilles de bois étaient roulées dans une feuille de zinc qui permettait de chauffer la colle d'os au chalumeau sans brûler le bois. On faisait ensuite sécher le fût toute une nuit pour finaliser le collage avant de réaliser le renfort de chanfrein. Les pots de frappe de ces batteries étaient en chèvre et la peau de timbre de la caisse claire en peau de veau. Ces pots provenaient d'une tannerie située en Ardèche. On voit donc qu'à cette époque, le producteur contrôlait la quasi-totalité de la chaîne, peau, bois, accessoires, c'était du grand art. Je tiens à remercier ici Philippe Nass et le site jazzband.fr, dont vous trouverez le lien en description, pour toutes les recherches sur lesquelles je me suis largement basé pour écrire cette partie. Dernier petit point, Met Jazz, comme ses collègues américains de Slingerland et de Ludwig, fabriquer des banjos, ce n'était d'ailleurs pas le cas de Lydie. Avec la marque Lydie, je vais m'attaquer à du lourd, car Lydie
marque que vous ne connaissez peut-être pas, a été le fabricant de batteries numéro 1 dans le monde et de très loin. Mais c'était au début du siècle. Et même un peu avant, car son fondateur, Ulysse Grant Liddy, et son associé Sam Cooley ont commencé à vendre des caisses dès 1895. C'est d'ailleurs avec cet associé qu'il va inventer le premier pied de caisse claire réglable en 1899. On lui doit donc l'un des accessoires les plus importants de la batterie. La marque elle-même naîtra Liddy Cooley, puis Liddy tout court, avec le départ de l'associé et l'arrivée de financements plus importants. Contrairement aux autres fabricants dont j'ai parlé, Ulysse Liddy était un batteur. Il officiait dans les théâtres, dont celui d'Indianapolis, où il va implanter sa première usine. Par contre, à la différence des artisans que l'on vient de voir, Liddy ne contrôlait pas tous les aspects de la batterie. Il les fabriquait directement sur place. Dans son usine, qui va atteindre plus de 7000 m², Ulysse Liddy fait fabriquer les fûts par sa propre scierie. Il a une fonderie pour leur accastillage, fonderie qui fabrique également des timbales d'orchestre. Il y a même une tannerie pour les pots, avec leur service de mise en peinture, comme cela se faisait sur les grosses caisses à l'époque. Il y a au total dans cette usine une vingtaine de départements. On est loin de l'artisanat. Entre autres curiosités, Liddy se voit un jour commander une énorme grosse caisse par le Purdue Marching Band, une fanfare d'Indianapolis. Cette fanfare veut la plus grande grosse caisse au monde. Pour cela, ils vont débourser une fortune, 14 000 € de l'époque. Et ils auront ainsi une grosse caisse de plus de 2 mètres de diamètre, pour laquelle il aura fallu tuer 2 vaches de près d'1 tonne pour en fabriquer les pots. Autre invention, le Liddy Drum Topics, en quelque sorte une newsletter pour batteurs, en papier et envoyée par la poste bien sûr. Ce n'est pas un catalogue, ni un journal, mais bien une lettre d'information sur l'actualité des batteurs et de la musique. Cette lettre, tirée à 50 000 copies, leur est envoyée 2 fois par an. Évidemment, c'est un excellent moyen de communication pour la marque. Dominant les ventes de batteries aux USA entre 1910 et 1920, l'entreprise va se trouver des concurrents sérieux avec Slingerland, comme nous l'avons vu, puis Gretsch et Ludwig. Les frères Ludwig furent d'abord les distributeurs de Liddy. Lorsqu'arrive la Grande Dépression de 1929, Ulysse Liddy revend sa boîte à Charles Gerhard Kohn, car il tombe malade. Celui-ci va également acquérir Ludwig dans la foulée. Les affaires malheureusement ne seront pas terribles, dues à la crise et à de mauvais placements. Ce sera le début de la fin pour Liddy, alors que Ludwig pourra retomber sur ses pattes avec son rachat par la famille Ludwig qui retrouvera son bien. La marque Liddy, quant à elle, sera rachetée par Slingerland, puis par Gretsch, qui n'arriveront pas à la remettre au goût du jour. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce à cette vidéo. N'oubliez pas non plus que chaque mois, je fais la rubrique Un peu d'histoire dans Batteur Battery Magazine. Et comme à l'accoutumée, on va se quitter avec un solo. Cette fois-ci, ce sera un solo de Cozy Cole que l'on peut trouver au générique du film L'aventure du jazz. À très bientôt.